Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit des messages de félicitations à l'occasion de la fête de la naissance du prophète Mohammed. Des sources médicales palestiniennes font état de la mort de 64 Palestiniens lors de raids israéliens sur la bande de Gaza. L'Agence internationale de l'énergie atomique déclare avoir découvert des traces d'uranium en Syrie dans un bâtiment à Deir ez-Zor. Le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Gebeli, a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de la fête marquant la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Dans son message, le conseiller Gebeli a souhaité au président Sisi ses meilleurs vœux à la patrie, la nation musulmane et le monde, paix et sécurité. Le président du Sénat, le conseiller Abdelwaheb Abdelrazik, a aussi envoyé un message similaire au chef de l'État à cette occasion glorieuse. Le ministre Moustapha Madbouli a déclaré que le gouvernement avait une vision économique jusqu'à 2030 qui doit durer jusqu'après l'accord avec le Fonds monétaire international. Madbouli a indiqué que cette vision est basée sur les réformes économiques entreprises durant la dernière phase. Le Premier ministre s'exprimait lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel qu'il avait présidé au siège du gouvernement à la nouvelle capitale administrative. Madbouli a indiqué que cette vision économique globale fera l'objet d'un dialogue national en vue de garantir la réalisation de tous ces objectifs. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a déclaré que le monde confronte beaucoup de défis, affirmant que l'Ukraine ne constitue pas un défi sécuritaire pour l'Europe seulement, mais aussi pour le monde arabe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, en particulier en ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement et de sécurité alimentaire. Lors de sa participation à une séance de débat dans le cadre des travaux du Forum stratégique de Bled 2025 en Slovénie, M. Abdelghati a indiqué que l'Égypte est l'un des plus grands importateurs du blé et qu'après les grands changements dus à la guerre, les prix ont énormément grimpé, ce qui a affecté le continent tout en entier. Évoquant la situation dans les territoires palestiniens, Abdelghati a réitéré la position ferme de l'Égypte, condamnant et refusant toute agression et tout génocide perpétré contre le peuple palestinien. Le chef de la diplomatie a aussi mis en garde contre la politique de deux poids, deux mesures que suit la communauté internationale. Il a précisé que l'Égypte a voté pour les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU soutenant l'Ukraine, mais que l'Occident n'a pas fait le même envers la bande de Gaza. Il a ainsi appelé la communauté internationale à ne pas accepter les génocides commis dans le territoire palestinien. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a également rencontré hier soir le président du Conseil européen, Antonio Costa, en marge de sa participation au forum de Bled. Au cours de la rencontre, Abdelghati a exprimé son aspiration à la tenue du premier sommet égypto-européen dans la période à venir, afin de préserver la dynamique positive que connaissent les relations entre l'Égypte et l'Union européenne. Il a souligné l'importance de renforcer la coopération et la coordination sur les plans politiques, économiques, sécuritaires et scientifiques dans le cadre de la mise en œuvre de 6 axes du partenariat stratégique et de capitaliser sur les développements positifs observés depuis la visite de la présidente de la Commission européenne au Caire en mars 2024 et la publication de la déclaration conjointe annonçant l'élévation des relations vers un partenariat stratégique global entre l'Égypte et l'Union européenne. La rencontre a également porté sur l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Abdelghati a décrit la situation humanitaire catastrophique dans l'enclave qui a atteint le seuil de la famine, soulignant la nécessité d'unir les efforts régionaux et internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu et incitant la communauté internationale à assumer sa responsabilité pour mettre fin aux crimes flagrants commis par Israël dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. A aussi rencontré hier soir le directeur général de l'Agence internationale d'énergie atomique, l'AEA, Rafael Grossi, en marge du forum de Bled tenu en Slovénie. La rencontre a porté sur les efforts intensifs déployés par l'Égypte
en coordination avec les parties concernées afin de réduire l'escalade dans la région et de créer des conditions propices à la reprise des négociations entre l'Iran et les États-Unis au sujet du dossier nucléaire iranien, notamment après l'activation du mécanisme de sanctions onusiennes par le Conseil de sécurité. Abdel-Aat a exposé les contacts en cours visant à instaurer un climat favorable aux solutions diplomatiques et au dialogue et à contribuer à une solution durable qui prenne en compte les intérêts de toutes les parties pour assurer la sécurité et la stabilité régionale. Dans la bande de Gaza, des sources médicales ont fait état de la mort de 64 Palestiniens lors de raids israéliens qui se poursuivent depuis l'aube. Cette source a ajouté que des dizaines d'autres Palestiniens avaient été blessés lors de ces raids qui ont visé les alentours du stade El Wahda à Tal El-Hawa au sud-ouest de Gaza. Les forces de l'occupation israélienne ont également bombardé une maison située dans le quartier d'El Sheikh Radwan, au nord de la ville de Gaza. Elles ont visé des régions à Khan Younis, au sud du secteur, et Deir el-Balah, dans le centre, et ont détruit des immeubles résidentiels à Jabalia, dans le nord du secteur. Et sur le terrain et toujours dans la bande de Gaza, le porte-parole de la défense civile a fait état mardi de 13 morts dans des frappes aériennes israéliennes menées pendant la nuit dans le territoire palestinien contre des logements. Selon ce porte-parole, l'aviation israélienne a touché le dernier étage d'un immeuble résidentiel du sud-ouest de Gaza, tuant 10 personnes. Des hélicoptères israéliens ont frappé un appartement à l'ouest de la ville, faisant 3 morts et plusieurs blessés. Les forces d'occupation israéliennes préparent une offensive visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Elles multiplient les bombardements dans la zone ces derniers jours. Les bateaux transportant de l'aide humanitaire et des centaines de militants vers Gaza ont de nouveau pris la mer lundi à Barcelone, quelques heures après avoir dû rentrer dans leur port de départ à cause de la météo. Cette vingtaine de bateaux avaient quitté dimanche une première fois Barcelone avec l'objectif d'ouvrir un corridor humanitaire et de mettre fin au génocide au cours du peuple palestinien dans le contexte de la guerre que mènent les forces de l'occupation israélienne contre les Palestiniens. Les navires de la Global Summit Flotilla, ou la flottille de la résilience, ont prévu d'atteindre Gaza à la mi-septembre afin d'y acheminer de l'aide humanitaire après 2 tentatives bloquées par Israël en juin et juillet. À cette flottille devraient se joindre des dizaines de bateaux supplémentaires qui partiront de Tunisie et d'autres ports méditerranéens le 4 septembre. Et des actions simultanées en solidarité avec le peuple palestinien seront organisées dans 44 pays. Des colons israéliens ont pris d'assaut aujourd'hui l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans Jérusalem-Est, occupée sous la protection de la police d'occupation israélienne. Selon des sources palestiniennes, des dizaines de colons ont pénétré dans le complexe en groupe, ont effectué des visites provocatrices et accompli des rituels talmudiques. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a déclaré dans un rapport avoir découvert des traces d'uranium en Syrie lors de ses enquêtes menées dans un bâtiment à Deir ez-Zor, détruit par Israël en 2007. L'AIEA avait conclu en 2011 que ce bâtiment était une base militaire traditionnelle, probablement un réacteur, et que Damas devait réclamer. L'agence a indiqué avoir prélevé des échantillons de 3 sites qu'elle n'avait pas inspectés l'année dernière et qu'elle avait trouvé des traces d'uranium naturel dans l'un d'entre eux. Le rapport a ajouté que les autorités syriennes actuelles n'avaient aucune information expliquant l'existence de ces traces d'uranium. La France héberge une réunion virtuelle jeudi pour débattre la crise ukrainienne. 30 pays doivent assister à cette réunion pour examiner les derniers efforts visant à fournir le soutien sécuritaire à l'Ukraine en cas d'une conclusion d'un accord de paix avec la Russie, tout en dénonçant l'absence de Moscou à tenir des négociations. Du bureau du président français Emmanuel Macron a assuré que la réunion doit examiner les modalités de l'action effectuée lors des dernières semaines pour fournir les garanties sécuritaires à l'Ukraine. Les États-Unis n'ont pas encore affiché leur intention de participer à cette réunion.
Le président vénézuélien Nicolás Maduro a dénoncé la menace de 8 navires avec 1200 missiles et d'un sous-marin américain qui vise le Venezuela après le déploiement militaire opéré par les États-Unis dans les Caraïbes pour officiellement lutter contre le trafic international de drogue. Il s'agit d'une menace injustifiable, immorale, absolument criminelle et sanglante, a déclaré Maduro au cours d'une rencontre avec la presse internationale à Caracas. Washington accuse le président vénézuélien de diriger un réseau de trafic de drogue, le cartel des Soleils, que le gouvernement du président américain Donald Trump a qualifié d'organisation terroriste et a récemment porté à 50 millions de dollars la prime en vue de son arrestation, signalant que les relations diplomatiques sont officiellement rompues depuis 2019 entre Caracas et Washington. Passons au volet économique où la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a affirmé que tous les risques de chute du gouvernement dans tous les pays de la zone euro sont préoccupants. Ceci lors d'un discours effectué sur la probable chute du gouvernement du Premier ministre François Bayrou. Voilà, avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.